Wow. Bonjour à tous, c'est bon, vous m'entendez? Okay. Merci d'être venus si nombreux, j'avoue qu'on ne s'attendait pas à ça, on m'a dit qu'il y avait encore 200-300 personnes dehors, donc merci beaucoup. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Patrick Beau, je suis l'auteur de la chaîne Axolot, sur laquelle j'essaie de partager tout un tas de curiosités, et ça fait plusieurs années que je cherche et que je collecte des histoires d'inconnus avec des destins hors du commun. Alors, c'est des hommes et des femmes dont on n'a jamais entendu parler à l'école, mais dont la petite histoire est entrée en collision directe avec la grande. Et je pense vraiment, puisqu'on parle de vulgarisation, je pense vraiment que la meilleure manière d'aborder la grande histoire, c'est justement de passer par les petites, pour avoir une espèce de connexion émotionnelle avec les événements, ce qui permet de se sentir plus concerné et de mieux s'en souvenir. Alors, en faisant ces recherches, j'ai découvert des récits de vie incroyables, comme par exemple celui de Tsutomu Yamaguchi, qui était un homme d'affaires japonais qui se trouvait à Hiroshima le 6 août 1945. Ce qui était sans doute la pire date possible pour se trouver à Hiroshima, puisque c'est ce jour-là qu'une bombe atomique est malencontreusement tombée sur la ville et qu'elle a tout pulvérisé sur un rayon de 2 km. Il y a eu 140 000 victimes, mais par miracle, Tsutomu a réussi à s'abriter. Alors il ne s'en est pas sorti exactement indemne, il avait beaucoup de brûlures sur le corps, mais il a survécu. Et comme c'était un homme très consciencieux, il est retourné dans sa ville d'origine 3 jours plus tard pour aller travailler, et sa ville d'origine c'était Nagasaki. Donc Tsutomu rentre chez lui, il va au bureau, et là évidemment ses collègues le pressent de questions puisqu'il a assisté à quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Et il explique la lumière blanche qu'il a vue, il explique les immeubles qui se sont littéralement désintégrés sous ses yeux. Alors son patron est un petit peu dubitatif parce que déjà ce n'est jamais arrivé, et c'est vrai que c'est quand même un peu gros comme excuse pour ne pas aller bosser. Et au moment où il est en train d'expliquer ce qu'il a vu, une deuxième bombe atomique tombe sur Nagasaki et fait cette fois-ci 70 000 victimes. Alors Tsutomu est mort, mais 65 ans plus tard, en 2010, à l'âge de 93 ans. Et c'est la seule personne reconnue par le gouvernement japonais comme ayant survécu à 2 bombes atomiques. Alors il y a aussi l'histoire de Violette Constance Jessop, qui est un petit peu l'homologue féminin de Tsutomu Yamaguchi. Alors Violette Constance Jessop, elle est née à Buenos Aires à la fin du 19e siècle, et très vite, très jeune, elle déjoue la fatalité en survivant à la tuberculose alors que les médecins la croyaient condamnée. Ensuite, elle a trouvé du travail assez vite pour subvenir à ses besoins, puisqu'elle est issue d'une famille assez pauvre. Elle est embauchée en 1911 comme hôtesse sur l'Olympique, qui est un paquebot de la White Star Line Company. Et donc tout se passe à merveille jusqu'au moment où un croiseur militaire qui s'appelle le Hawk entre en collision avec le bateau et le compresse. Alors, pourtant, le bateau était fait des meilleurs matériaux de l'époque, mais il n'a pas résisté à la confrontation directe. Alors du coup, évidemment, la croisière est annulée, le bateau est gravement endommagé, Violette est à bord, mais elle s'en sort indemne. Et l'année d'après, on réussit à la persuader de s'engager sur le 2e paquebot de la White Star Company, qui est le plus luxueux, le plus beau, le plus grand jamais construit. Donc vous l'avez deviné, il s'appelle le Titanic, ce bateau. Et tout se passe à merveille jusqu'à la nuit du 14 avril 1912, où le Titanic heurte un iceberg. Vous connaissez l'histoire, le bateau coule, Leonardo DiCaprio coule, Céline Dion chante, et Violette Constance Jessop parvient à atteindre les canaux de sauvetage. Elle réussit même à sauver un bébé qu'on lui tend dans les bras, et donc elle ne fera pas partie des 1500 victimes du drame. Alors, on pourrait se dire qu'après ces 2 histoires-là, Violette est un petit peu dégoûtée des voyages en bateau, mais pas du tout, puisque au début de la Première Guerre mondiale, donc quelques années après, elle s'engage en tant qu'infirmière sur le 3e paquebot de la White Star Company, qui s'appelle le Britannic. Et à l'époque, donc, comme on est en temps de guerre, c'est plus une croisière commerciale, mais le bateau a été converti en navire hôpital. Et donc Violette est infirmière à bord.
Et le truc, c'est que, encore une fois, tout se passe bien jusqu'à ce que le bateau se retrouve au large des îles grecques. Et là, une grande explosion se fait entendre et le bateau se met à couler à nouveau. Alors cette fois-ci, Violette, qui commence à avoir l'habitude, donc se précipite vers les canots de sauvetage, non sans avoir au préalable pris sa brosse à dents avec elle, parce qu'elle dira plus tard dans ses mémoires que ce qui lui avait manqué le plus après le naufrage du Titanic, c'était sa brosse à dents. Donc elle récupère sa brosse à dents et elle monte dans un canot de sauvetage. Malheureusement, l'hélice géante du paquebot attire inexorablement le canot de sauvetage, et donc si Violette ne veut pas terminer en steak haché, elle est obligée de sauter à l'eau, ce qu'elle fait. Donc elle se retrouve au large, au beau milieu de la mer, et en plus de ça, sa tête heurte la quille d'un des canots de sauvetage. Donc là, on pourrait se dire que l'histoire termine là, et pas du tout, puisque une fois de plus, elle a été secourue, et elle a continué à travailler sur les bateaux jusqu'à la fin de sa carrière, et elle est morte bien après, dans les années 70, à l'âge de 83 ans, d'une bronchopneumonie, pour la petite histoire. Alors, ça, c'est typiquement le genre de destin que j'aime découvrir et que j'aime partager. Et en restituant toutes ces destinées, je me suis aperçu qu'il y avait parfois des fils conducteurs. Un en particulier, celui des gens qui avaient parfois changé le monde sans forcément le faire exprès et qui sont restés cruellement oubliés de l'histoire. Alors, un de mes exemples préférés, c'est celui de Jadav Payeng, qui, donc en 1979, est un jeune Indien de 16 ans, et il assiste à une scène qui va bouleverser sa vie. Alors, il habite à proximité du fleuve Brahmapoutre, en Inde, et sur ce fleuve, il y a un gigantesque banc de sable. Et donc, un jour, il assiste à une scène qui le marque profondément. Il y a des centaines de serpents qui sont morts desséchés sur ce banc de sable, parce qu'ils n'avaient pas d'arbres sous lesquels s'abriter, et donc ils sont tous morts. Alors du coup, Jadav, qui est assez heurté par cette vision, décide de contacter les autorités forestières de sa région, et il demande ce qu'il peut faire, en tout cas ce qu'ils peuvent faire. Là, on lui explique qu'il n'y a rien à faire, en gros, parce qu'il n'y a rien qui pourra pousser sur ce banc de sable. En plus, c'est un endroit qui est trop reculé, trop stérile, ça ne les intéresse pas tellement. Et il comprend que s'il veut faire quelque chose, il va falloir qu'il se débrouille tout seul, quoi. Alors on lui dit quand même qu'on peut peut-être faire pousser du bambou sur place, c'est tout. Alors lui, il se dit qu'il va essayer, et il commence à planter des bambous sur ce banc de sable vide. Et au bout de quelques années, là où il n'y avait que du sable, Jadav a réussi à créer une bambouserie. Alors comme ça marche, il dit qu'il ne va pas s'arrêter en si bon chemin, et il commence à planter d'autres sortes d'arbres, et il continue avec obstination, et au bout d'une dizaine d'années, Jadav a réussi à créer une forêt entière sur ce banc de sable, une forêt qui est tellement grande que des animaux en voie de disparition viennent s'y réfugier. On y trouve des rhinocéros, on y trouve des tigres, des singes, et du coup il continue comme ça. Et aujourd'hui, plus de 30 ans après le début de ses travaux, Jadav a créé une jungle de 500 hectares. Alors pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus grand que Central Park à New York. Il a fait ça tout seul. Et donc aujourd'hui, chaque année, il y a un troupeau d'une centaine d'éléphants qui vient donc se réfugier dans cette jungle. Et c'est d'ailleurs en traquant ce troupeau que le ministère des Forêts a découvert l'existence de la jungle de Jadav. Donc c'est vous dire à quel point c'était reculé. Ils ont découvert ça en 2008 et ils ont commencé à l'aider. Voilà, donc mieux vaut tard que jamais, parce que le gros du boulot était quand même fait. Et donc aujourd'hui, Jadav vit toujours au cœur de sa jungle. Et après avoir créé un écosystème, après avoir créé la vie, aujourd'hui il la défend contre les braconniers et les bûcherons qui, bien sûr, n'ont pas manqué de se ramener. Alors, Jadav a eu une influence et un impact considérable sur l'environnement, mais parmi tous ces héros méconnus de l'histoire, il y en a certains qui ont parfois sauvé des milliers de personnes. Alors, c'est notamment le cas de Ignaz Philipp Semmelweis. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on est au milieu du 19e siècle et à l'époque, il y a certaines femmes qui préfèrent accoucher dans la rue qu'à l'hôpital, parce que la mortalité maternelle est de l'ordre de 18% dans les cliniques. C'est dû à une maladie infectieuse qui s'appelle la fièvre puerpérale. Et à l'époque, on ne sait pas la soigner. Et on pense même qu'il n'y a pas moyen de la soigner. Donc on avait juste décidé d'accepter qu'environ 2 femmes sur 10 mouraient en couche. C'était juste la fatalité. Et c'est là qu'intervient Ignaz Philipp Semmelweis. Donc en 1846, il est nommé à la tête du service obstétrique de l'hôpital central de Vienne. Et il est bien décidé à éradiquer ce fléau. Donc il émet plusieurs hypothèses. Et il s'aperçoit que le taux de mortalité dans son service est directement lié au fait
que les médecins pratiquent aussi des autopsies avant d'aller faire accoucher les femmes. Alors, à l'époque, il faut savoir que le concept de microbe n'existe pas. On n'a pas fait la relation encore entre la saleté, la pourriture et la maladie. Du coup, Ignaz Semmelweis a une sorte d'intuition. Il se dit qu'il doit y avoir une sorte de substance cadavérique qui émane des corps et que c'est cette substance qui est transmise aux femmes enceintes par les médecins. Alors, il a cette idée révolutionnaire. Il va demander aux médecins de se laver les mains. Et c'était la première fois que ça se faisait. Donc il écoute, et là le taux de mortalité passe de 18% à 1,3%. Donc c'est un succès éclatant. Et d'ailleurs, Ignaz Semmelweis reçoit le soutien du gouvernement, puisque donc, les faits sont là. Mais, et ça je pense qu'il ne s'y attendait pas, il se met toute la communauté scientifique à dos. Parce que les médecins estiment que sa méthode relève de la superstition, vu qu'en fait, il ne sait pas vraiment pourquoi il demande aux gens de se laver les mains, puisque, encore une fois, on ne sait pas que les microbes existent. Donc, il trouve que la méthode n'est pas très scientifique, et la méthode de Semmelweis est rejetée par la communauté médicale. Sans compter que, en acceptant les méthodes de Semmelweis, les médecins acceptent d'une certaine manière qu'ils ont contribué à tuer des milliers de personnes. Du coup, Semmelweis vit très mal cette situation et il fait une dépression nerveuse. Il se retrouve interné dans un hôpital psychiatrique et au bout de quelques semaines, il meurt, vraisemblablement de mauvais traitements. Alors c'est très cruel pour un homme qui a contribué à sauver des milliers de personnes, et c'est tellement cruel d'ailleurs que le cas de Semmelweis a donné naissance à un effet psychologique qu'on appelle le réflexe Semmelweis, qui désigne cette tendance qu'on a à rejeter des idées nouvelles quand elles remettent en question des dogmes ou des habitudes bien établies. Et le truc, c'est qu'au bout de quelques années après la mort de Semmelweis, finalement, la science a découvert l'existence des microbes et a donné raison aux pauvres médecins hongrois juste un petit peu tard. Donc parfois, il faut un peu de temps pour que les changements de paradigme se fassent dans l'esprit des gens, même devant les faits. Alors, vous connaissez tous Oskar Schindler, c'est celui de la liste. Donc il est rentré dans l'histoire pour avoir sauvé plus de 1200 enfants juifs, pas enfants d'ailleurs, juifs tout court. Et Irena Sandler en a sauvé le double, et pourtant vous n'avez probablement jamais entendu parler d'elle. Alors Irena Sandler, elle est née en 1910 à Varsovie, et très tôt elle est marquée par l'exemple de son père qui est médecin et qui s'occupe des plus démunis. Et au début de la Seconde Guerre mondiale, elle va s'engager dans l'aide sociale. Elle va rejoindre une commission clandestine d'aide aux juifs, aux enfants, et en particulier aux enfants juifs, puisqu'elle va se consacrer à faire des faux papiers pour les orphelins juifs, pour leur permettre de trouver des familles d'accueil. Et comme elle est infirmière, elle est envoyée par les nazis pour déceler des traces de typhus dans le ghetto de Varsovie. Et elle va en profiter, donc, en tant qu'agent double, pour faire s'évader des enfants juifs du ghetto en les cachant dans des sacs et dans des malles, donc des enfants en très bas âge. Et après les avoir fait sortir du ghetto, elle leur donnait de nouveaux papiers, une nouvelle identité, et elle leur permettait de rejoindre des familles d'accueil. Alors comme Schindler, elle avait une liste, et sur cette liste, elle notait les noms des enfants qu'elle avait sauvés, elle notait les adresses des gens chez qui elle les avait casés, dans l'espoir de pouvoir réunir les enfants et les parents après la guerre. Mais une nuit de 1943, la Gestapo fait irruption chez Irena. Il retourne sa maison, Irena est interrogée, elle est torturée, ses membres sont cassés, mais elle ne lâche rien du tout, elle ne donnera jamais aucun nom, ni des gens qui font partie de son réseau, ni encore moins des enfants qu'elle a sauvés. Du coup, la Gestapo décide de la condamner à mort, puisque manifestement, il n'y a rien à en tirer. Et là, les gens de Zegota, donc de cette commission clandestine, parviennent à soudoyer les gardiens de sa cellule, et Irena parvient à s'échapper de prison. Alors là, on pourrait se dire qu'après avoir échappé à la mort d'aussi près, elle pourrait décider d'arrêter et de se cacher jusqu'à la fin de la guerre. Et c'est exactement l'inverse qui se passe. En fait, elle va continuer à aider les enfants. Et à la fin de la guerre, il y a plus de 2500 noms sur sa liste. Et évidemment, elle essaie de réunir les familles comme elle avait voulu le faire. Et elle s'aperçoit que la plupart des parents sont morts dans des camps de concentration. Alors cette femme a été décorée, elle a été honorée plusieurs fois,
Et elle a gardé jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ses 98 ans, le regret de ne pas avoir pu en sauver plus, comme Schindler. Alors le personnage dont je vais vous parler à présent, Stanislav Petrov, a joué un rôle encore plus important. Il a sans doute sauvé le monde. Alors vous n'avez sans doute jamais vu son visage, mais en 1983, Stanislav Petrov avait un rôle très important. Il était affecté à la surveillance de l'espace aérien russe, puisqu'à l'époque c'était la guerre froide, et la tension entre les deux blocs était à son maximum. Donc Stanislav était chargé de traquer les missiles américains, puisque le bloc soviétique s'attendait à une offensive américaine d'une minute à l'autre. Et un jour, enfin une nuit plutôt, le 26 septembre 1983, Stanislav voit sur ses écrans radars 1, 2, 3, 4, 5 missiles. Et là, il a très peu de temps pour réagir, puisqu'il sait que sa décision sera directement liée à l'avenir de l'humanité. Donc il réfléchit, et il se dit qu'il y a trop peu de missiles par rapport à l'arsenal américain. Du coup, il hésite avant d'appuyer sur le gros bouton rouge qui clignote sur son écran et qui lui dit d'envoyer la contre-attaque. Il sait que le destin de l'humanité est au bout de son doigt. Alors, il contacte ses supérieurs et il dit que c'est une fausse alerte, alors qu'il n'en sait rien, c'est juste un coup de bluff. C'est peut-être le plus gros coup de bluff de l'histoire de l'humanité. Et s'il s'était trompé, il aurait été fixé quelques minutes plus tard. Or, il ne s'était pas trompé, puisque c'était un bug dans le système, tout simplement, et les rayons du soleil avaient été mal interprétés et avaient été pris pour des missiles. Donc je ne sais pas si vous vous imaginez à quel point on est passé très près de la Troisième Guerre mondiale pour un bug informatique. Si ça avait été une autre personne, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Alors, Stanislav n'a pas exactement été traité comme un héros tout de suite, puisque on l'a plutôt poussé vers la sortie. En fait, on l'a même soupçonné d'être de mèche avec les Américains. Et on l'a affecté à des tâches de moins en moins importantes, jusqu'à ce qu'il décide de quitter l'armée. Et c'est 15 ans plus tard seulement, dans les années 90, qu'un de ses collègues qui a assisté à la scène à l'époque a écrit dans ses mémoires ce qu'il avait vu. Et à partir de là, l'histoire de Stanislas s'est répandue dans les médias, et il a été reçu aux Nations Unies, il a été honoré par les Nations Unies, il a été décoré plusieurs fois. Un documentaire lui a été consacré en 2014 qui s'appelle « L'homme qui sauva le monde ». D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai écrit un bouquin aussi en 2012 qui s'appelle « L'homme qui sauva le monde » en référence à Stanislav Petrov. Et quand on lui demande s'il se considère comme un héros, il dit qu'il a juste fait son boulot. Ce qui est quand même une pure réponse de héros. Alors, là, jusqu'à présent, je vous ai parlé de gens qui avaient eu un impact positif sur le monde, sur leur entourage. Je viens de vous parler d'une personne qui l'a sans doute sauvé. Mais comme dans les comics, Stanislav Petrov a son alter ego négatif. Thomas Midgley, qui a l'air plutôt cool, mais qui a failli détruire la planète à lui tout seul. Alors Thomas Midgley était un chimiste qui, en 1910, est embauché par General Motors pour travailler sur le problème des moteurs qui frappent. Puisque les moteurs à combustion frappent, ça fait du bruit, et General Motors voudrait essayer de rendre tout ça un petit peu plus fluide, un petit peu plus silencieux. Donc Thomas Midgley travaille sur le problème, et comme c'est pas la moitié d'un abruti, il trouve une solution. Il découvre qu'en mettant du plomb dans l'essence, les moteurs tournent de façon plus fluide et plus silencieuse. Alors du coup, General Motors vend cette essence plombée à des millions de litres. Le seul petit souci, c'est que le plomb est un poison violent pour l'homme. Donc du coup, les conséquences sur la santé des gens s'en ressentent très rapidement. En premier lieu, sur les ouvriers de General Motors, et même Thomas Midgley est contaminé par son essence plombée. Mais ça n'empêche pas de se laver les mains avec devant les journalistes pour montrer à quel point c'est inoffensif. Pour la petite histoire, il faudra attendre le début des années 2000 pour savoir que l'essence en plomb est extrêmement dangereuse sur l'environnement, et il faudra attendre les années 2000 pour qu'elle soit interdite. Alors qu'on sait déjà à l'époque que c'est dangereux. Alors après ce scandale, Thomas Midgley décide de se rattraper, et il réfléchit à un autre problème. À l'époque, il y a des gaz toxiques dans les réfrigérateurs, et quand il y a des fuites, les gens meurent. Donc Thomas se dit, là, il y a peut-être moyen de rattraper le coup.
et il réfléchit et il trouve une alternative. Il découvre le fréon, qui est le premier des CFC, chlorofluorocarbures. Et donc c'est tellement inoffensif qu'il en respire devant les journalistes, parce qu'il a le sens du marketing. Et il faut attendre les années 70 pour découvrir un gros trou dans la couche d'ozone. Et donc on peut dire concrètement que c'est Thomas Migley qui a fait le trou dans la couche d'ozone. Quasiment à lui tout seul. Mais ça, il ne le saura pas, évidemment, puisqu'il est mort bien avant, il est mort dans les années 40. Et il y a quand même une justice parce que son génie s'est retourné contre lui. À la fin de sa vie, il avait la polio, et en 1944, il avait fabriqué un système de poulies pour sortir de son lit. Et on l'a retrouvé mort, étranglé, dans les câbles. Cela dit, il est mort à la conscience tranquille, puisqu'il n'a jamais su que... Alors on pourrait tirer des tas de leçons de toutes ces histoires. En premier lieu, si vous avez l'occasion de déclencher une guerre nucléaire, mieux réfléchir avant. Mais au-delà de ça, il y a l'idée qu'une personne seule peut avoir un impact considérable sur l'histoire et sur les autres, que ce soit en bien ou en mal, comme on a vu. Alors si vous avez envie de changer les choses, ou d'avoir un impact quel qu'il soit sur votre entourage, sur la société ou sur le reste du monde, la vraie question finalement, c'est pas tant de savoir si vous avez le potentiel de le faire. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de ce potentiel? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous laisser à présent avec Bruce Benamran de Y penser. Il y a un point commun quand même à tous les geeks. Et là, je laisse s'installer un silence. Il y a un point commun à tous les geeks, et c'est en fait, on a un espèce de syndrome de la tourette. C'est le pourquoi. Oui, alors il se passe ça, pourquoi? Parce qu'il faut que ça dise pourquoi. Vous connaissez Minute Papillon? Pourquoi? Pourquoi? J'étais content qu'il accepte d'être dans l'épisode du 1er avril. Vous l'avez vu, l'épisode du 1er avril? Donc c'est bon, je peux spoiler des trucs, c'est bon, il n'y a pas de...